Premier rendez-vous du 13h de la semaine, bienvenue à tous. Fin du dialogue politique samedi dernier à Ouagadougou. Suite aux divergences observées lors de ces échanges, un autre rendez-vous des acteurs politiques est prévu les 3 et 4 juillet prochains. Campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit au Burkina Faso dans la commune de Samba. 300 enfants de 0 mois, de 6 mois à 5 ans ont été dépistés ce samedi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et nous refermerons cette édition avec du football, dont la victoire de l'Asfa Yenenga lors de la 34e édition de la Coupe du Faso qui s'est jouée ce dimanche au stade du 4 août. Voilà pour les titres. Bonjour et ravi de vous retrouver. Après 3 jours de travaux, le dialogue politique burkinabé s'est refermé ce samedi à Ouagadougou. Au cœur des échanges, les sujets d'intérêt national, mais il n'y a pas eu de consensus sur certains points. Au regard donc de ces divergences, un autre rendez-vous de la majorité présidentielle et de l'opposition politique a été pris les 3 et 4 juillet prochains. Michael Touré vous fait le point. À ce dialogue politique, le chef de file de l'opposition politique maintient sa position sur le massacre de Sol 1, celle de la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Une position de l'opposition politique rejetée par les partis, membres de la majorité présidentielle. C'était encourager les forces de défense et de sécurité, mais au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés, nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Certainement que la majorité ne nous a pas suivis dans cette position, mais c'est la position de l'opposition également. Pour le reste, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, nous avons souhaité qu'à chaque niveau, nous puissions en discuter avant que le comité national d'orientation ne puisse siéger pour adopter définitivement le processus. Comme ce point non consensuel, le CFOP et la PMP n'ont pas pu s'accorder sur bien des sujets comme l'élection au suffrage universel direct des élus des collectivités territoriales. Beaucoup de points de divergence qui ont amené les deux partis à suspendre les travaux du dialogue politique afin d'approfondir les réflexions. À ce dialogue politique où très peu de consensus ont été dégagés, la date de validité de la carte d'électeur a été prolongée pour décembre 2022 en vue de prendre en compte les élections municipales de mai 2022. La classe politique demande que nous puissions à nouveau demander que les cartes d'électeurs, tous les Burkinabés détenteurs de la carte d'électeur puissent voter, et cela, la validité de ces cartes-là va être portée au 31 décembre 2022. Voilà une position qui est claire au niveau de l'ensemble de la classe politique. La PMP et le CFOP se donnent ainsi rendez-vous les 3 et 4 juillet prochains pour vider les points qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Sur la création des forces spéciales, les deux partis ont convenu d'attirer l'attention du gouvernement sur l'article 10 de l'arrêté portant création des forces spéciales. Un article que les deux acteurs politiques estiment qu'il faut réviser pour éviter toute impunité à cette force militaire. La nouvelle organisation de la société civile, le mouvement burkinabé pour la démocratie, qui a officiellement vu le jour le 20 avril dernier, a lancé ses activités ce samedi à Ouagadougou. Les membres du MBD ambitionnent promouvoir la bonne gouvernance au Burkina. Sanata Serré. Le mouvement burkinabé pour la démocratie, MBD, est la nouvelle organisation de la société civile qui entend promouvoir la gouvernance démocratique sur toutes ses formes au Burkina Faso. Pour se démarquer des autres, le MBD s'est fixé pour mission de fournir un cadre favorable pour un forum national qui engage l'ensemble des parties prenantes, à savoir le secteur privé, le gouvernement, la société civile, les législateurs, ainsi que les partis politiques dans un débat national stratégique sur la question. La création de ce mouvement-là, c'est venu suite à des observations que nous avons notées à travers nos échanges avec des collègues anciens chercheurs lors d'une visite de recherche en France. Et nous avons constaté une insuffisance en tant que bonne pratique démocratique et en tant que protection des droits humains et surtout au niveau de la population vulnérable. Il existe au Burkina Faso
des associations, c'est des ONG qui travaillent dans le sens de la promotion, de la protection et également de la pratique de bonne gouvernance. Mais ce qu'il faut noter de la particularité, par exemple, de notre mouvement, c'est que nous voulons aller jusqu'à la population. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions sont inscrites dans l'agenda du mouvement burkinabé pour la démocratie. Il dit vouloir par exemple mettre en place au niveau des provinces un cadre juridique pour une meilleure promotion de la bonne gouvernance. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les sections provinciales et les sous-sections au niveau des arrondissements. Et à travers ces sections, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des cadres juridiques. Des cadres juridiques d'essence au niveau des provinces. Et les sous-sections seront comme des points focaux de ces cadres juridiques-là qui vont faire des actions d'interpellation et qui vont faire être comme le relais entre la population et les institutions publiques en termes de droits humains au Burkina Faso. Le MBD est composé d'un bureau exécutif national, d'un secrétariat général, d'une coordination régionale, d'une section provinciale et de sous-sections. À ce jour, le mouvement est représenté dans 7 régions et 30 provinces du Burkina Faso et il entend couvrir dans les jours à venir l'ensemble du territoire national. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose était ce samedi 19 juin. Au Burkina Faso, le groupe d'intervention en hématologie a organisé ce samedi à Samba, dans la province du Passoré, une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit pour les enfants. Objectif, détecter de manière précoce les cas de drépanocytose afin d'éviter des complications à travers un suivi médical. Environ 300 enfants de 6 mois à 5 ans ont été dépistés. Abdelrahim Yeye vous fait le compte-rendu. Au Burkina Faso, 2% des enfants naissent drépanocytaires, selon la présidente du groupe d'intervention en hématologie. La plupart des cas sont détectés tardivement, donnant lieu à des complications. C'est pour éviter ces cas de complications que s'inscrit cette campagne de sensibilisation et de dépistage des enfants de 6 mois à 5 ans portée par le groupe d'intervention en hématologie. Il n'est pas rare de voir une mère dire que son enfant souffre de drépanocytose, mais ce qui est méconnu, c'est que ses parents ignorent souvent qu'il existe des examens qu'on peut réaliser déjà pour confirmer ou infirmer de s'il s'agit effectivement d'une drépanocytose ou pas, et aussi qu'il y a la possibilité de faire suivre ces enfants qui sont atteints de drépanocytose afin d'éviter l'évolution vers les complications. Il y a 3 principaux signes dans la maladie, c'est les crises vaso-occlusives. D'ailleurs, la drépanocytose dans toutes nos langues locales, ça se définit par la douleur. La douleur, ça fait mal. Ce sont les crises vaso-occlusives, ce sont des patients qui seront anémiés parce qu'ils seront souvent transfusés et ce sont des patients qui feront beaucoup d'infections, notamment la méningite, notamment des pneumopathies. Les autorités communales ont félicité cette initiative qui a permis de dépister près de 300 enfants et de détecter des cas de drépanocytose. Pour la présidente du groupe d'intervention en hématologie, ces cas seront pris en charge par l'équipe médicale de la commune de Samba. Il y a des médicaments que les parents doivent avoir dans l'arsenal thérapeutique du drépanocytaire, notamment tout ce qui est les médicaments antidouleurs, puisque j'ai dit que ça fait mal. Il faudra qu'ils aient des médicaments pour lutter contre l'anémie, c'est l'acide folique. Donc ensemble avec l'équipe de prise en charge de la commune, nous allons essayer de discuter et de donner les rudiments de cette prise en charge pour améliorer la qualité de vie de ces patients que nous avons diagnostiqués. Les autorités locales ont pris l'engagement de continuer la sensibilisation et mener des plaidoyers pour la prise en charge des malades. C'est un engagement pour nous en tant qu'autorité au niveau du département, de la commune, de tout faire pour que les populations soient sensibilisées au mieux et puis en tout cas participer massivement au dépistage afin que les éventuels malades soient pris en charge. La drépanocytose, explique le professeur Kafando, est une maladie héréditaire, donc transmise de parents aux enfants. Pour prévenir la maladie, les conjoints doivent s'assurer de leur compatibilité à travers le test d'électrophorèse. Le groupe d'intervention en hématologie est une association à caractère scientifique intervenant dans la lutte contre les pathologies hématologiques, dont la drépanocytose.
La première journée scientifique organisée par le Centre d'études et de recherche sur la criminalité et la délinquance financière s'est tenue ce samedi à Ouagadougou. La loi sur le délit d'apparence était au cœur de cette journée dont l'objectif est de réfléchir à des solutions pour une mise en œuvre effective de la dite loi. Maxime Jean-Eudes Bambara pour plus de détails. 5 ans après son adoption, la loi sur le délit d'apparence peine jusque-là à être appliquée. Qu'est-ce qui bloque la mise en application effective de cette loi? C'est la question que se pose le CERCOFI, le Centre d'études et de recherche sur la criminalité organisée et la délinquance financière. D'où la tenue de cette première journée scientifique placée sous le thème « Délit d'apparence, enjeux et défis de la répression ». Il s'agit de réfléchir sur cette infraction qui a été consacrée, comme vous le savez, en 2015, juste après l'insurrection populaire, et qui permet de réprimer toute personne qui est à la tête d'un patrimoine qui ne peut justifier au regard de ses revenus légaux. Alors donc 5 ans après l'adoption donc de ce texte-là, il y a des difficultés pratiques, aussi bien au niveau des juridictions qu'au niveau des autorités de lutte contre la corruption. Et nous, qui sommes une organisation de la société civile, un centre d'études et de recherche, nous avons pour objectif d'examiner cette infraction, d'inviter tous les acteurs à venir pour qu'on discute de ce qui bloque, pour qu'ensemble on puisse faire des propositions afin que les choses que la sanction soit effective. Pour le contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga, parrain de cette première journée scientifique, ce cadre de réflexion entre en droite ligne des attributions de son institution, la SELC, qui a à gérer la question des déclarations d'intérêt et du patrimoine et qui est le plus souvent sollicité dans les cas de délit d'apparence. Plusieurs raisons expliquent donc, selon lui, la non-mise en application de cette loi. Les difficultés, c'est le fait, par exemple, que le délit d'apparence part d'un système de mise en rapport entre le patrimoine et les ressources licites. Alors, le problème qui se pose, c'est que ça suppose d'abord une investigation au préalable pour pouvoir mettre en cause par rapport à cette question. Et donc, c'est une apparence. Et donc, cette apparence-là suppose que l'on puisse avoir un certain nombre d'éléments avant de l'engager. Sinon, on tombe dans la délation et on tombe dans l'accusation calomnieuse. 5 sous-thèmes seront développés à partir du thème général de cette première journée scientifique. Selon le directeur exécutif du CERCOFI, des recommandations seront faites à l'issue de cette journée au ministère de la Justice et à l'Autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption pour soit changer la loi ou améliorer le dispositif institutionnel pour une mise en œuvre effective de la loi sur le délit d'apparence. La commune de Ouagadougou, à travers l'Agence du développement économique urbain, a initié une formation des guides touristiques au profit de 11 personnes à Ouagadougou. La formation, qui a duré 3 jours, a été clôturée vendredi dernier. Le compte-rendu avec Yacine Saradgo. La ville de Ouagadougou est riche en patrimoine culturel et touristique. Le tourisme est également pratiqué grâce au potentiel que constituent les établissements touristiques d'hébergement de la ville en termes de services de qualité et de capacité d'accueil. C'est fort de ce constat que la commune s'est dotée de ses guides de tourisme pour accroître la promotion de cette potentialité culturelle. Quand vous regardez toutes ces activités événementielles, ces activités culturel et tout ce qu'il y a comme monument dans la ville, on pense qu'il faut promouvoir le tourisme à Ouagadougou. Et pour la promotion du tourisme, nous avions eu besoin de disposer d'un réseau de guides qui facilite le travail. Et du coup, il fallait qu'on crée ce premier vivier qui n'existait pas avant. Et c'est pour cela qu'on a identifié dans chaque arrondissement de la ville un guide à former et aujourd'hui nous avons tenu cette formation.
Pour le troisième adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, cette vision de l'Agence de développement économique urbain de mettre à la disposition de la commune des guides touristiques est salutaire et aura sans doute l'accompagnement de la commune. C'est une première puisqu'on n'en avait pas du tout et le DG en a donné effectivement cette idée de former des guides touristiques. Cela, pour la commune de Ouagadougou, nous accompagnons de telles initiatives parce que ça fait voir mieux la commune de Ouagadougou. C'est vrai. Combien sont le nombre de ces sites touristiques? Je répondrai que c'est un nombre qui est un peu dynamique parce que au quotidien, on peut toujours en créer toujours des sites touristiques. Pour ce qui est existant que nous connaissons, vous avez par exemple un guide qui est dans l'arrondissement 11 qui a un étranger accompagné. La cour royale du Mouro-Nava, par exemple, serait déjà un parcours. Les bénéficiaires de cette formation, eux, se disent fiers d'avoir participé à ce cadre de renforcement des capacités qui va sans doute leur permettre d'être plus opérationnels sur le terrain. Je pense que c'est une formation qui va nous permettre vraiment d'aller de l'avant sur le plan social et professionnel. Voilà, parce que je pense que cette formation, c'est pas seulement être forcément des guides touristiques, mais quand même savoir que là où tu viens, comprendre d'où tu viens et de vivre pleinement d'où tu viens. La profession de guide de tourisme a été réglementée par un arrêté du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme en date du 23 mars 2005. Et à cette cérémonie, ils sont 11 à recevoir leurs attestations de fin de formation. La forêt de Yacouba Sawadgo à Waiguia a désormais une clôture. L'engagement pris par les autorités du pays a été concrétisé ce week-end à travers une sécurisation physique de la forêt. La clôture d'une dimension de 2,8 km a été inaugurée vendredi dernier par le ministère en charge de l'environnement et des autorités locales. Abdelrahimi. En décembre 2020, une partie de la forêt du vieux Yacouba Sawadogo est partie en fumée. Un événement qui a marqué la nécessité de sécuriser physiquement cet espace qui regorge beaucoup d'espèces végétales. Ce 18 juin, l'engagement du président du Faso s'est concrétisé par l'inauguration de la clôture de 2,8 km. Cette clôture vient sécuriser cette forêt privée contre la coupe abusive de bois et aussi les effets de la divagation des animaux. Son Excellence, M. Rochmark Christian Kaboré, a pris l'engagement ferme de sécuriser cet espace important. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, cet engagement est une réalité et nous pouvons bien sûr le constater. Et donc nous sommes là pour cette remise officielle donc des clés de cette clôture et en même temps lui traduire les félicitations, les encouragements des plus hautes autorités de notre pays pour les efforts qui ne cessent donc de consentir d'année en année en matière donc de lutte contre la désertification, en matière de gestion durable des terres dans notre pays. Visiblement très ému et satisfait de la concrétisation de cet engagement pris par les autorités du pays, le vieux Yacouba Sawadogo, prix alternatif 2018 et champion de la terre 2020, n'a qu'un seul mot. Merci à tous ceux qui ont contribué à la protection de cette forêt. Nous sommes très heureux d'avoir cette clôture qui a été faite par le président du Faso. Vraiment, on les remercie pour l'engagement qu'ils ont fait, qu'ils ont réalisé pour protéger cet patrimoine. Parce que la forêt, c'est le vieux qui l'a créé, mais les bénéfices, c'est pour toutes les Burkinabés. Les autorités communales se sont félicitées de ce joyau qui permet de préserver le patrimoine, chose qui démontre la capacité du Burkina Faso à gérer de façon durable les ressources naturelles. C'est très important parce qu'avant, vous savez, c'était parce que les gens traversaient la forêt comme ils voulaient et il y avait justement l'envahissement aussi des animaux et également il y avait, c'est pas des braconniers, mais il y a des illégaux qui coupaient et naturellement donc les arbres dans la forêt. Alors aujourd'hui, tout ça, on peut dire que c'est du passé et en tout cas la commune est fière d'avoir donc une forêt de cette envergure-là qui, comme le secrétaire général donc, du ministère de l'Environnement le disait,
qui contribuent à la biodiversité et qui contribuent justement à l'arrêt donc du désert. Et ça, c'est véritablement une fierté pour la commune d'Oiga. Cette forêt, faut-il le rappeler, couvre une superficie de 28 hectares et est l'œuvre de Yacouba Sawadogo qui, après plus de 30 années de travail, a réussi à faire pousser cette forêt sur une terre désertique à l'origine. Il souhaite faire des aménagements à l'intérieur pour accueillir d'éventuels visiteurs. Canal Plus Burkina de retour ce mois avec de nouvelles offres pour ses abonnés et principalement aux amoureux du ballon rond en cette période d'Euro de Copa América. Lors de sa conférence de presse mensuelle tenue samedi dernier, Canal Plus Burkina a informé ses abonnés qu'en souscrivant à la formule supérieure, ils pourront bénéficier de 30 jours de bonus d'abonnement. Détail avec Michael Tougré. Pour les compétitions d'Euro et de la Copa América, Canal Plus Burkina a tout prévu pour ses abonnés. Un réabonnement à la formule supérieure et vous profitez de 30 jours de bonus d'abonnement. C'est la bonne nouvelle du mois de juin, ici donnée par le directeur général du Canal Plus Burkina. En plus, le décodeur pour avoir accès aux chaînes Canal Plus reste à un prix promotionnel. Lorsque vous vous réabonnez en augmentant des formules, on vous donne des chaînes en bonus sur une formule encore supérieure pendant 30 jours. C'est vraiment, j'ai jamais vu, c'est exceptionnel. Concrètement, si vous êtes actuellement sur la formule Access, donc la formule de 5000, lorsqu'un est renouvelé, vous augmentez la formule évasion, c'est-à-dire que vous avez augmenté votre abonnement de 10 000, vous allez avoir le double, donc l'abonnement de 20 000, donc qui s'appelle Évasion Plus, et vous allez l'avoir pendant 30 jours. Donc de la même façon, vous êtes sur l'abonnement de 10 000, donc l'abonnement Évasion, et au renouvellement, vous prenez l'abonnement qui s'appelle Essentiel Plus, c'est-à-dire l'abonnement de 12 000, puisque là, vous êtes passé de 10 000 à 12 000. En ajoutant les 2000, vous allez avoir un bonus de la formule Évasion Plus. Ça, c'est le niveau, donc le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est pour tous ceux qui se réabonnent à partir de la formule Évasion Plus, la formule de 20 000. Que ce soit ceux qui étaient déjà sur la formule de 20 000, qui reprennent la formule de 20 000, ou bien ceux qui sont dans les formules en deçà et qui augmentent à la formule de 20 000. En ce moment, c'est la formule de 40 000, donc la formule Tout Canal Plus pendant 1 mois, 30 jours, qui seront offerts donc en bonus pour pouvoir profiter de toutes les chaînes des bouquets Canal+. En plus de l'Euro 2020, les fans du ballon rond pourront aussi suivre en HD la Copa América. L'Euro 2020, c'est 52 matchs avec des plateaux spéciaux avant et après chaque match, tout comme la Copa América. Le plaisir du foot, le plaisir des sensations, le plaisir de cette excitation de savoir qui va gagner le match et des grands rebondissements. Hein. Vous êtes tous fans de foot. Donc pour accompagner ces deux grands événements, nous avons mis en place tout un tas de dispositifs très attrayants, donc avec des animateurs, des consultants de très haut niveau qui sont là pour nous aider à comprendre, à décrypter tous ces événements à travers plusieurs émissions, Euromag, Eurocup, de manière à pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, les coulisses des matchs. Et puis, bien sûr, pour que ces chaînes, ces matchs soient accessibles à tout le monde. Les deux compétitions continentales, l'Euro 2020 et la Copa América 2021, ont débuté respectivement les 11 et 13 juin et les finales attendues pour le 11 juillet. Qui donc, pour succéder au Portugal pour l'Euro et au Brésil pour la Copa América, Canal Plus vous donne rendez-vous sur ces différentes chaînes de sport. Aujourd'hui, 21 juin, célébrer la fête de la musique. À l'occasion de cette journée, l'épouse de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso et l'artiste musicien burkinabé Patrick Cabré ont offert ce vendredi une soirée musicale aux passionnés de la musique dans la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne. 6 groupes musicaux ont presté pour le plus grand bonheur des invités. Michael Touré vous fait un compte rendu. C'est une rencontre entre deux styles de musique pour magnifier la diversité musicale entre deux peuples, celui européen et burkinabé. Tout en musique, les deux peuples ont communié en cette soirée la diversité musicale sous fond de musique classique. Une cérémonie qui s'inscrit dans l'agenda de la célébration de la fête de la musique et voulue par l'épouse de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso et l'artiste musicien burkinabé Patrick Cabré. Entre les cultures qui viennent du sud, qui sont écoutés ou revisités par le nord, par le sud au nord, du nord au sud. Donc ce soir, je pense qu'on a pu échanger
Les gens ont pu voir des choses qu'ils n'avaient pas vues avant et nous célébrons tout simplement la vie qu'Alexandra a fait pour que les gens y viennent. Ce que j'ai essayé de faire, c'est artistiquement aussi répondre que nous ayons un peu de la diversité qui représente ce pays-là, le Burkina Faso. Donc c'est pour ça qu'il y avait des artistes assez alternatifs et des artistes qui pouvaient à la fois raconter ce qu'ils sont et qui pouvait résumer un peu ce pays qui est un pays des hommes intègres à quelque part. Donc je pense que ceux qui sont venus, on espère qu'ils vont avoir pour eux tout simplement un gros sourire, ils vont rentrer, ils vont se dire c'est encore possible le vivre ensemble. Pour cette soirée musicale, 6 groupes étaient à l'honneur pour 2 scènes musicales bien marquées par l'identité musicale des 2 peuples. Pour ce coup d'essai, les organisateurs peuvent se satisfaire car les invités ont répondu présents à cette soirée musicale. Patrick, il a voulu aussi avoir cet échange et on a pensé on va peut-être présenter une soirée à cette date-là parce que comme c'est la fête de la musique. Et moi j'aime bien avoir cet échange interculturel. Je trouve ça très intéressant et très enrichissant parce que la vie ici c'est très riche au niveau culture, pas seulement au niveau culture, mais ça m'intéresse plus. Et comme ça, on a réussi d'organiser cette soirée avec, on a invité beaucoup de gens, ils sont venus, ils ont bien aimé, je pense. Et j'espère on peut continuer un peu dans cette campagne. Cette première expérience ne sera sans doute pas la dernière, promettent les organisateurs de cette soirée musicale. Une soirée musicale qui s'est tenue à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Après la musique, passons à présent au sport. La finale de la 34e édition de la Coupe du Faso s'est jouée ce dimanche au stade du 4 août de Ouagadougou en présence du président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré et de quelques membres du gouvernement. Pour cette saison, c'est l'ASFA Yenenga qui remporte le trophée et enregistre de ce fait le 5e trophée de la Coupe du Faso sur un score d'1-0. Assami Touré vous en dit davantage. C'est la 5e fois que l'ASFA Yenenga remporte la Coupe du Faso. Après 2013, la dernière fois qu'elle monte sur le podium, c'est 8 ans après que la vieille dame soulève le trophée aux grandes oreilles. Cela a été possible grâce au seul but de la partie marqué par Seydou Sawadgo à la 24e minute. Après ce but, la SFB prend le contrôle de la partie en seconde période, mais sans pouvoir revenir au score. L'ASFA Yenenga représentera donc le Burkina Faso en Coupe de la Confédération africaine la saison prochaine. Vous savez que j'ai pris l'équipe en milieu de saison. Bon, quand vous prenez une équipe en milieu de saison, c'est souvent une question de gérance. Parce qu'il y a des choses que vous êtes venus trouver, il y a trop de problèmes et il faut pouvoir gérer. Et je pense que cette période-là m'a beaucoup appris. Vraiment. Et je voudrais en plus remercier les dirigeants parce qu'ils étaient aux côtés de moi tout le temps. La SFB, au vu de son palmarès en Coupe du Faso, 5 trophées remportés, était favorite. Mais la réalité du moment était plus importante. Après un bon parcours, elle se contentera de la seconde place et pourra sauver sa saison à la 33e journée du Faso Foot. Oui, c'est un bilan satisfaisant pour ma part. Je pense que je pense qu'on a fait de grandes choses. Je pense que les garçons ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils se sont donnés. C'est la loi du sport, il faut tomber un jour, le jour est mal tombé, c'est tout. Présent au stade du 4 août à l'occasion de cette finale, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, déplore l'absence du public sportif, mais confirme par ailleurs la normalisation du stade. Je voudrais seulement constater que le public n'était pas beaucoup au rendez-vous. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour que le public burkinabé supportent leurs équipes, parce que c'est de là que nous constituons les étalons du Burkina Faso. Donc cela est important et je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont fait des déplacements de stade, féliciter les équipes pour le beau match qu'ils nous ont offert et souhaiter en tout cas que l'année prochaine, nous ayons une coupe beaucoup plus dynamique que ce que nous avons vu aujourd'hui. Je peux vous dire que le ministre de la Jeunesse et des Sports est sur ce dossier. Nous avons pris l'engagement de restaurer le stade, mais il est évident que quand nous commençons à restaurer le stade, il faut jouer ailleurs forcément, parce qu'on ne peut pas rénover en jouant dessus. Donc je pense que c'est une amertume passagère. Lorsque les travaux seront terminés, je pense que les footballeurs retrouveront et les spectateurs un stade conforme aux normes internationales. Notons également que les Étincelles remportent la Coupe du Faso Dames en écrasant Nas de Bobo Dioulasso.
4-0. Et c'est sur ces images sportives que nous refermons ce journal réalisé par toute l'équipe de rédaction. Je vous souhaite une agréable semaine en compagnie de nos programmes.